Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics où je parle de ce que j'ai lu dans le courant de la semaine. Et cette semaine, outre les deux mini-séries Arrowsmith de Kurt Busiek et Carlos Pacheco auxquelles j'ai consacré deux vidéos, je vous invite à aller les regarder. Cette semaine, ma grosse lecture, c'était Avengers Opération Tempête Galactique, paru en novembre chez Panini Comics dans leur Epic Collection. Là, c'est la version souple à 26 euros. Il est aussi disponible en couverture cartonnée à 30 euros. Alors, Epic Collection, c'est la nouvelle collection qu'a lancée Marvel cette année, enfin Panini, qui reprend à l'identique la version américaine, qui, elle, existe depuis 2013, il me semble. Et c'est le premier volume de cette collection que j'achète. Les premiers sortis qu'on voit sur la page de gauche, c'était de vieux épisodes d'Amazing Spider-Man et de X-Men qui ont déjà été réédités 50 fois. On a ensuite eu le crossover Maximum Carnage, qui est un truc que j'ai lu à l'époque, et vraiment, mais vraiment, j'ai aucune envie de m'infliger ça à nouveau. Et puis donc, on a le dernier titre en date, Opération Tempête Galactique, avec des épisodes qui, eux, n'avaient jamais été publiés en France. À l'époque, c'est Semic qui publiait Marvel en France, et ils avaient décidé de faire l'impasse sur ce crossover. Alors, Opération Tempête Galactique, ou Galactic Storm en VO, c'est un crossover qui s'est déroulé sur 3 mois, de mars à mai 1992, et sur 7 séries. Avengers, Avengers West Coast, Captain America, Iron Man, Thor, Quasar et Wonder Man. Alors ce genre de crossover, c'est quelque chose que Marvel va commencer à développer dans la seconde moitié des années 80. D'abord dans les titres mutants avec Mutant Massacre, The Fall of the Mutants ou Inferno. Et puis assez vite, on va avoir des crossovers qui concernent l'ensemble des séries Marvel, comme Acts of Vengeance en 1989, ou la même année Atlantis Attacks, qui se déroulait dans quasiment tous les annuels sortis en 1989. Et donc, en 1992, Mark Grunwald, qui scénarisait notamment Captain America et Quasar, Bob Arras, qui lui écrivait Avengers, et Fabian Nicieza, qui était l'éditeur de Wonder Man, vont se réunir pour concocter une histoire à laquelle vont participer tous les membres des Avengers de l'époque. Une histoire dont le point de départ est une guerre entre les Kree et les Shi'ar. Alors, les Kree, on les connaît depuis longtemps, depuis au moins les origines du premier Captain Marvel, et les Shi'ar, on les retrouvait jusque-là essentiellement dans les pages d'Uncanny X-Men, puisque c'est une création de Chris Claremont, avec quand même un bon coup de main de Dave Cockrum, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création de la Garde impériale. Alors, les guerres galactiques chez Marvel, depuis quelques années, on en a à peu près une nouvelle toutes les 3 semaines, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup moins fréquent. La plus célèbre, c'était sans doute la guerre entre les Kree et les Skrulls, qui était signée Roy Thomas et Neil Adams, et qui était paru dans Avengers au tout début des années 70. Et clairement, c'est un récit qui a servi d'inspiration pour cette opération Tempête Galactique. Déjà, le premier épisode du crossover, donc Captain America 398, il s'ouvre avec le personnage de Rick Jones, qui jouait un rôle central dans la guerre des Kree et des Skrulls. Et là, c'est lui qui va servir de détonateur aux événements à venir, puisque l'histoire commence avec une tentative de kidnapping de Rick Jones par un membre de la garde impériale Shi'ar, Warstar. Alors, ce premier épisode est écrit par Mark Grunwald, qui a été le scénariste de Captain America pendant quasiment 10 ans, et il est dessiné par Rick Levins. Et alors, graphiquement, c'est franchement ce qu'il y a de moins bon dans tout le crossover. C'est vraiment assez médiocre. Par contre, ça s'améliore nettement dès l'épisode suivant, un épisode de West Coast Avengers, écrit par Roy et Dan Thomas, et dessiné par Dave Ross. Et cette fois, Warstar reçoit le renfort d'autres membres de la garde impériale pour faire face aux West Coast Avengers. Et donc, évidemment, grosse bagarre. Alors,
oui, clairement, la majorité des épisodes d'Opération Tempête Galactique, c'est quand même la grosse baston. Et aussi une surenchère dans les enjeux. Parce que dès l'épisode suivant dans Quasar 32, que voici, donc dès cet épisode, on découvre que notre Soleil est impacté par le passage des vaisseaux Shi'ar qui passent par notre système solaire pour aller attaquer l'Empire Kree. Et là, du coup, c'est toute la planète Terre qui est menacée par cette guerre. Au passage, on notera que cet épisode de Quasar, comme le suivant d'ailleurs, est dessiné par un petit jeune qui va faire plutôt une très belle carrière par la suite, c'est Greg Capullo. Alors, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à reconnaître son style sur ses planches. Perso, ça me fait plutôt penser à du John Romita Jr. de l'époque. C'est pas vilain, c'est plutôt pas mal, mais clairement à l'époque, Capullo est encore en train de chercher son propre style. Quasar, c'est une série qui a été très peu traduite en France, hormis quelques épisodes par-ci par-là. Et puis, quand même, il y a eu dans la collection Le meilleur des super-héros chez Hachette, un album qui réunissait les 9 premiers numéros de la série, que je ne l'ai pas sous la main, mais je vous le conseille. Alors, c'est Mark Grunwald qui a écrit tous les épisodes de la série qui a eu 60 numéros, et c'est vraiment lui qui a réintroduit tout le côté cosmique de l'univers Marvel, qui était un peu laissé en jachère par les autres scénaristes pendant des années. Et lui, il a réintroduit tout un tas de concepts et de personnages des années 70 en particulier, qui avaient quasiment disparu. Et la série était globalement vraiment, vraiment très chouette. Alors c'était un peu moins bon sur la fin, mais les 30-40 premiers numéros, si vous avez l'occasion de les lire en VO, je vous conseille. Et, pardon, le crossover, lui, il continue dans une autre série qui est inédite en VF, c'est Wonder Man, par Gerard Jones et Jeff Johnson. Là encore, c'était une série du début des années 90 qui était très sympa, plutôt dans le registre de la comédie. D'ailleurs, c'est le cas avec cet épisode, mais c'est une série qui n'a jamais été rééditée aux États-Unis. Même sur Marvel Unlimited, les seuls épisodes qu'on trouve, ce sont les 3 numéros qui sont parus dans le cadre de ce crossover. Et il n'y a absolument aucune chance que ce soit réédité un jour, à cause de son scénariste, Gerard Jones, qui a été condamné par la justice américaine en 2018 pour détention de matériel pédopornographique. Voilà. Alors là, j'ai vu qu'il est sorti de prison il y a tout juste quelques semaines, mais évidemment, sa carrière de scénariste, elle est morte et enterrée, et aucun des éditeurs pour lesquels il a travaillé a l'intention de rééditer quoi que ce soit de ses anciens travaux, pour pas être obligé de lui verser le moindre dollar. Bref, revenons à des choses moins sordides, et à notre crossover, avec le 5e épisode qui paraît dans Avengers 345, écrit par Bob Arras et dessiné par encore un autre jeune artiste qui va faire une belle carrière par la suite, Steve Epting. Là, on a sans problème les plus belles planches du crossover, d'autant plus qu'on retrouve le vétéran Tom Palmer à l'ancrage. À partir de cet épisode, il devient clair que la Terre risque de devenir la victime collatérale de la guerre entre les Shi'ar et les Kree. Et donc, tous les Avengers présents vont se répartir en 3 équipes. Alors, on va avoir une équipe qui sera envoyée chez les Kree. On a une autre équipe qui sera envoyée chez les Shi'ar. Et la 3e qui restera sur Terre. Alors, il y a quand même un truc rigolo dans cette histoire, qui est d'ailleurs plus couillon que rigolo. Je disais que tous les Avengers vont être répartis en 3 équipes, sauf qu'il y a un membre de l'équipe que les scénaristes vont oublier, et pourtant, elle apparaît sur cette page, c'est Black Widow. Et de fait, Black Widow, elle se retrouve dans aucune des équipes, et on ne la verra plus du tout de tout le reste du crossover. Elle fait même pas partie de l'équipe chargée de protéger la Terre et de rester au QG des Avengers. Elle disparaît complètement du récit. Là, il y a vraiment eu un loupé de la part des scénaristes. Autre point à noter dans cet épisode, c'est Hawkeye qui décide de reprendre, on le voit ici, son identité de Goliath,
qui était la sienne à l'époque de la guerre Chris-Krull. Ça fait partie des clins d'œil à ce récit. Il y en a quelques autres qui sont disséminés au fil du récit. À partir de l'épisode suivant, dans Iron Man 278, on va donc suivre tantôt une équipe, tantôt l'autre, et les scénaristes vont devoir se coordonner de manière encore plus précise pour éviter qu'il y ait la moindre contradiction entre les événements racontés dans un épisode et ceux racontés dans le suivant. Et globalement, le tout reste assez cohérent. On a de temps en temps des personnages qui changent radicalement de comportement d'un épisode à l'autre, notamment Lilandra, l'impératrice Shi'ar, qui, dans un épisode, elle semble vouloir apaiser les choses, et dans l'épisode suivant, elle veut lancer une guerre totale contre les Kree. Mais, bon, dans l'ensemble, il y a quand même une certaine cohérence d'un épisode à l'autre. Et puis, encore une fois, tout ça est quand même très axé sur la grosse baston, comme dans Thor 445, où c'est en gros Thor et Gladiator qui soudent sur la tronche pendant 22 pages. A noter que dans ces épisodes, dans le rôle de Thor, on retrouve Eric Masterson, qui était un humain qui à l'époque pouvait s'incarner dans le corps de Thor, mais qui n'a ni sa personnalité ni son expérience. Et qui finalement, dans ce récit, va créer beaucoup plus de problèmes qu'il ne va en régler. Voilà, donc là, en gros, on a survolé le premier tiers de l'histoire, qui pose les principaux protagonistes et les principaux enjeux du récit, et je ne vais pas spoiler davantage. Alors, il y a un dernier élément crucial du récit qui est introduit dans Wonder Woman 8, qui va encore dramatiser davantage la situation, mais l'essentiel est déjà en place. Alors, globalement, que dire de ce crossover ? Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça se lit très agréablement. Je répète, c'est majoritairement de la grosse baston, avec tout un tas de personnages cosmiques impliqués. Là, dans le premier tiers, on n'en a rencontré qu'une partie, mais on a quand même une vraie progression dramatique au fil des épisodes, et qui va aboutir à une situation assez tragique pour tout le monde, y compris pour les Avengers. Et du coup, c'est un récit qui va durablement impacter l'univers Marvel pendant des années. Et on va en retrouver les conséquences dans différents récits, en particulier dans la série Avengers. Côté dessin, pour une série Marvel du début des années 90, vraiment c'est tout à fait correct. Steve Epting et Tom Palmer sur Avengers sont vraiment très bons. Pat Olive sur Thor, Paul Ryan sur Iron Man, Jeff Johnson sur Wonder Man ou Dave Ross sur Avengers West Coast, c'est vraiment du dessin de bon niveau. Il n'y a guère que Rick Levins sur Captain America qui est franchement médiocre et qui est pourtant resté sur la série un bon paquet d'années. Donc ouais, si vous voulez du super-héros cosmique qui bastonne, mais bien écrit et avec de vrais enjeux, je vous conseille vraiment cette Epic Collection, d'autant qu'à 26€ pour 20 épisodes et près de 500 pages, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix, et ce qui arrive à peu près jamais chez Panini Comics. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite, notamment pour passer en revue les sorties VF de janvier 2023. Mais avant ça, j'aimerais bien faire un best-of 2022, sans doute dans le courant de la semaine. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.